bienvenue à cette dernière capsule du cours d'éducation à la citoyenneté, à la maîtrise en éducation à l'Université d'Ottawa. On va s'intéresser aujourd'hui à la citoyenneté numérique, c'est notre dernière capsule et elle va être courte puisque ce sujet va être l'objet de 2 présentations orales dans les semaines qui s'en viennent. Donc, on aura l'occasion de discuter de ce sujet-là plus amplement à l'aide de vos collègues de classe. Donc, très rapidement, un petit retour sur le texte de Kane, Meadow et Allen. Ce texte-là, il est en anglais, certes, donc je vais vous offrir ici un beaucoup trop court résumé. Là. Il faut vraiment le lire pour voir un peu plus ce dont il est question. Mais tout de même, c'est vraiment un texte qui porte un portrait global de la question de la citoyenneté numérique et des jeunes. Peut-être plus que l'autre article qui est une étude de cas, mais les deux ont leur intérêt très différent. Juste avant de traiter de l'article, il me vient en tête une anecdote. Quand je parle de la périodisation historique dans mes cours au baccalauréat en didactique de l'histoire, donc je parle de la périodisation historique pour vous rappeler là, des souvenirs quand vous étiez à l'école, généralement pour ce qui est de l'histoire occidentale. On reste dans un cadre occidental pour ce dont je parle. Donc, si on parle de l'Antiquité, du Moyen Âge, des temps modernes, suivi de la période contemporaine, on avait les différentes ères historiques qui ont été définies par les historiens, même si ces périodes historiques ne font pas consensus, c'est généralement celles qui sont apprises dans les écoles quand on parle d'histoire occidentale. Et donc, cette période contemporaine qui commence en 1789, là, ça aussi, ça dépend des historiens, mais pour plusieurs, c'est avec la Révolution française. On serait encore dedans si on regarde les livres d'histoire. Or, il y a des gens, dont certains historiens, qui disent, bon, on n'a peut-être pas un recul encore suffisant pour le déduire, mais fort probablement qu'avec l'arrivée d'Internet, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Donc, une nouvelle période historique. Ce serait un changement historique suffisamment profond pour qu'on en fasse une période qu'on pourrait appeler, que certains appellent l'ère numérique. Donc, à partir de quel moment exactement elle entrera en place? Mais il y en a beaucoup qui parlent de la diffusion d'Internet, donc des années 90, fin des années 90, pour vraiment que l'Internet soit accessible. Et, bon, on peut être d'accord ou pas, mais je crois que oui, il y a des changements fondamentaux dans tellement d'aspects de nos vies qui sont liés à cette arrivée d'Internet et aux réseaux sociaux et aux échanges qui sont faits. Et donc, quand on fait de l'éducation à la citoyenneté, on ne peut pas balayer cette question-là qui est tout le développement technologique qu'il y a eu dans les dernières décennies et de comment, surtout au cours là, des 2 dernières décennies, ou je dirais même de la dernière décennie, à quel point ça vient modifier la participation active des gens. Okay? Donc, on pourrait dire active ou passive, parce que là, on peut se questionner, est-ce que être derrière un écran, derrière sa chaise et commenter sur Facebook, c'est une participation active ou pas? Donc là aussi, il y a un continuum qu'on pourrait aller voir entre la personne qui anonymement s'exprime sur un site de nouvelles ou sur Facebook et la personne qui part une pétition à partir de Facebook ou qui va publier un vidéo ou un blog. Donc, il y a probablement un continuum hein, de plus passif à plus actif, mais c'est certain qu'au niveau de la participation citoyenne, on a des changements qui sont en lien avec ces médias-là. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que nous disent les auteurs si on retourne à notre texte? On va d'abord constater que les nouvelles technologies, ben, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre, ça facilite les échanges, ça facilite les communications, ça facilite les interactions entre les gens et non pas à une échelle locale, mais vraiment à une échelle qui peut être régionale, provinciale et même mondiale.
Et donc, la participation à distance peut se faire dans de multiples contextes. On y est en ce moment, puisque je suis en train d'enregistrer une capsule que vous allez écouter à distance. Donc, même au niveau de l'éducation universitaire, ça a changé énormément de choses que l'accessibilité à des nouveaux médias. Les barrières traditionnelles qui servaient, et là, on peut encore prendre l'exemple de l'université, c'était très complexe d'aller chercher certaines données scientifiques, surtout si elles n'étaient pas locales. Même chose au niveau des créations culturelles. Ces barrières-là sont elles existent encore, mais elles sont bien moindres qu'avant et elles vont le devenir de moins en moins, fort probablement. Donc, je peux vous donner l'exemple. Vous avez accès aux articles, que ce soit sur Brightspace ou en allant chercher par un clic via le site de la bibliothèque. Quand j'étais à la maîtrise, il n'y a pas si longtemps, on parle de 2004, j'avais un plan de cours avec les articles et je devais me déplacer à la bibliothèque, aller chercher dans les rayons les articles en question, les photocopier pour ensuite les lire. Donc, ça a beaucoup facilité le fait, à l'université, de trouver des articles scientifiques et je peux moi, maintenant, beaucoup plus facilement trouver un article, par exemple, publié en Nouvelle-Zélande ou en Russie, si je sais lire le cyrillique, vous me direz, mais il y a une accessibilité beaucoup plus facile à des données qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Et on pourrait croire que ces changements-là s'appliquent surtout au régime démocratique, aux pays riches où l'accès à Internet n'est pas nécessairement censuré. Mais dites-vous que partout dans le monde, et même où c'est censuré, il y a des changements. Ces changements ne s'opèrent pas à la même rapidité, mais tout de même, il y a des choses qu'on peut observer. Si on prend le printemps arabe, je crois que là, on est en 2012, si je ne me trompe pas, donc le printemps arabe qui a eu lieu dans les pays nord-africains, dans plusieurs pays nord-africains, bien, à ce moment-là, toute cette organisation-là est partie à partir des réseaux sociaux. Donc, les gens se communiquaient entre eux pour savoir où se rejoindre pour les manifestations et tout. Donc, il y a énormément à prendre en compte quand on réfléchit aux nouvelles technologies. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent aux nouvelles technologies en lien avec la participation active, plutôt la participation des jeunes. Mais pour faire cela, évidemment, ils vont aller regarder cette culture participative du web et de quelle façon elle se présente. Donc, la première chose, c'est la circulation de l'information. Quand on fait un blog, un podcast, donc une balado-diffusion, quand on s'échange des liens Internet, si on regarde le forum de discussion de notre cours, on fait circuler l'information. On peut aussi collaborer, là aussi, on le fait dans une certaine mesure dans le forum de discussion. On le fait dans notre cours quand on utilise des Google Docs. Wikipédia est une plateforme de collaboration où les gens vont aller discuter de certains sujets et donc vont mettre en place un document d'encyclopédie, mais vont pouvoir faire des changements dessus au gré des utilisateurs qui sont là. On va créer du contenu. Bon, on l'avait vu dans l'article de Caron avec l'étude de cas sur la chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de création de contenu qui se fait là. Et évidemment, le fait de pouvoir se connecter, on parle des médias sociaux, on pense à Facebook ou Twitter, mais il y en a des nouveaux et ça va à une vitesse assez rapide si vous pensez à Snapchat, je crois qu'il est celui qui est utilisé le plus par vos élèves, fort probablement, mais aussi les jeux vidéo et les communautés qui vont avec. Donc, l'information qui est facilement disponible, qui se partage rapidement, et ce n'est plus simplement les élites, et même des documents qui sont qualifiés secrets, il va y avoir des gens qui vont tenter d'aller les récupérer et de les rendre publics. Bon, ça amène son lot de problèmes aussi, évidemment, avec les fausses nouvelles. On aura une étudiante qui va nous en parler plus en détail, donc je ne veux pas aller sur ce terrain-là, puisque je veux lui laisser toute la place par rapport à cette question-là.
Il y a aussi la facilité de s'exprimer. Quand on parle d'éducation à la citoyenneté, de participation, il faut savoir s'exprimer, d'intervenir. C'est plus facile sur ces plateformes-là que dans un face-à-face réel. Je donne l'exemple du cours. C'est plus facile pour vous, souvent, de participer sur le clavardage, donc sur le chat, que de prendre votre micro et de parler. On dirait que c'est plus simple quand c'est de cette façon-là. Donc, les gens vont être plus portés, possiblement, à participer, à donner leur avis. Évidemment, des fois, ils le font de façon anonyme et bon, ça aussi, ça crée son lot de problèmes. Et peut-être si je pouvais amener une petite critique au texte de Kane, Meadow et Allen, c'est vrai qu'il y avait certains aspects critiques qui étaient évoqués, mais c'était pas très en profondeur. Hein? On n'allait pas, on montrait surtout les possibilités. Et c'était là l'objectif du texte, hein, les possibilités qui venaient avec ces médias-là, sans nécessairement garder un point de vue très, très critique. Donc, moi, j'aimais bien dans l'exemple dans le texte de la pétition. Hein? Donc, les pétitions se sont multipliées depuis quelques années parce qu'il y a une facilité avec des sites comme change.org d'aller organiser une pétition, de la partager en ligne, puis après, les personnes ont juste à cliquer et à signer, alors qu'avant, bon, il fallait que la personne écrive la pétition, aille de porte en porte, fasse signer sa pétition. Donc, il y a une forme de participation, certaines formes de participation qui sont facilitées. Maintenant, on pourra revenir aussi au fait de cette passivité. C'est une participation, mais à quel point elle est active, c'est une autre chose. Et vous aviez le texte de Caron, je ne vais pas aller dans le détail, il était en français, il était très facile à lire, très intéressant aussi, parce qu'on parlait vraiment des propos d'une adolescente qui, à travers sa chaîne YouTube, dénonçait l'intimidation dont elle était victime. Et que donc, ce que j'aimais de ce texte-là, c'est qu'il nous amenait, et c'était vraiment l'objectif de l'auteur, c'est de dire, on a soit une vision un peu comme les trois auteurs qu'on avait, où ça permet une participation active extraordinaire, ou on a l'opposé, où on dit ces médias-là, ça favorise le selfie, le fait que les élèves ne communiquent entre eux que par les réseaux sociaux, ça amène beaucoup de problématiques, et on parle des fois d'une génération qui est narcissique. Pardon. J'ai un petit rhume. Donc, même moi, c'est sûr, là, je suis pas très vieille, mais ce n'est pas ma génération. Donc, quand je vois tous les jeunes de nos jours, toujours sur leur téléphone, il y a une certaine nostalgie de me dire ils sont différents, nous, on est peut-être différents. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'ils font et aller voir comment ils s'expriment à travers ça, et plutôt que de simplement dire que c'est une forme de mise en scène narcissique, est-ce qu'à travers ces médias-là, ils ne vont pas aussi exprimer quelque chose qui n'est pas simplement lié à leur propre personne, mais qui a une portée participative, une portée qui est empathique, où il y a aussi une idée de faire changer les choses. Donc, j'aimais bien cet article, je vous invite à le lire, et je pense qu'elle nous rappelle qu'on ne peut pas éviter cette question-là. L'utilisation, elle est quasi universelle dans nos écoles, les technologies de l'information et des communications, même si on ne le voudrait pas, pour certains qui ne se sentent pas toujours à l'aise, elles sont là, elles vont être de plus en plus présentes, ça va changer la façon dont on enseigne. Donc, c'est important de les prendre en compte, et quand on parle d'éducation à la citoyenneté, ce l'est d'autant plus. Donc, voilà pour notre dernière capsule. Je vous souhaite un bon travail sur vos présentations et votre travail final.